là pour un grutier qui menace de se suicider en haut de la grue. Il faut faire évacuer tous les mecs sur le parking. Ils sont en train de l'exciter, le mec il va sauter. Ouais, il faut les faire dégager là. Tout virer. Non, je m'approche pas. Je reste là, regarde. Je reste là. Non, non. Là. Au canon, tape-moi ça au canon. Attention ici là. Deuxième CCF. Là. Allez les gars, vous me le chopez là. Hein. Allez les garçons, vous me le chopez hein. À tous les CCF, à tout le personnel, à bord des engins. À bord des engins. Montez à bord. C'est feu confirmé hein, au 6e étage dans un appartement. À Marseille, il est 17h, la fin d'une belle journée ensoleillée. Et sur les autoroutes qui entourent la ville, c'est l'heure de pointe avec un trafic intense. Des axes stratégiques qui, dès la sortie de l'agglomération, sont placés sous la protection d'une des plus grandes casernes des Bouches-du-Rhône, celle d'Aubagne, à 20 km de la cité phocéenne. Les pompiers, bonsoir. Il y a un incendie un petit peu plus loin là, il y a un départ de feu on dirait sur l'autoroute. Il y a une voiture en feu sur l'autoroute, la bifurcation Aix-Marseille. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une voiture en feu sur l'autoroute au niveau d'Aubagne. C'est l'alerte rouge qui mobilise 12 pompiers, 3 véhicules suffisamment graves pour que Pascal, le chef de groupe, se déplace. Un feu de voiture sur l'autoroute. Une voiture est en flammes sur l'axe le plus fréquenté du département. Il a suffisamment d'expérience pour savoir que les feux d'autoroute sont traîtres. Il combine à l'incendie le risque d'accident. Le genre de situation que n'aime pas trop l'adjudant Pascal. Surtout qu'à cette heure-ci, on n'y voit plus grand-chose. Voilà, la problématique, il fait nuit maintenant. Là, je fais attention, on voit pas trop les gens passer. Donc il faut être vigilant surtout là, à la circulation. La seule question que se pose Pascal, c'est de savoir s'il y a des victimes. Il ne va pas tarder à être fixé. Ah ouais, là, on va voir le feu là. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'arrêter sur l'autoroute là. On va s'arrêter là et on va pas aller plus loin nous. La voiture s'est embrasée au beau milieu de l'autoroute. L'incendie est si fort qu'il a attaqué le bas-côté et il menace la bretelle d'accès. Donc pour information, FPT et CC. Pascal s'élance à la recherche de victimes potentielles. Je fais un petit reconnaissance. Où sont les passagers? Pascal repère un homme un peu plus loin. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas, monsieur. Mettez-vous en bas. Mettez-vous derrière les camions là-bas. On vous voit pas. Heureusement, il n'a rien et il était tout seul. Mettez-vous là-bas derrière moi, tranquillement. D'accord? Allez, venez. Ça, c'est des pneus qui éclatent. Le conducteur n'en croit pas ses yeux. Sa voiture s'est enflammée d'un coup. Et j'étais en train de rouler, elle m'a sorti de la fumée blanche en fait. Moi je croyais que c'était le vase d'extension, je me suis mis sur le côté, elle s'est emballée, le moteur il s'est emballé, il a pris feu. Ça brûle très vite. Dès que ça a pris le compartiment moteur, ça va très vite sur l'habitacle, sur les tissus, sur les fauteuils, après c'est fini. Hein. La voiture elle s'embrase et c'est terminé. Pour Pascal, le feu a pris trop d'importance. Il faut couper l'autoroute. Demande à la dire d'augmenter son balisage, s'il te plaît. Merci. La course contre la montre commence. Il faut agir vite pour éviter que le feu ne se propage. Car tout autour, c'est la garrigue, la végétation provençale très sèche à cette période. Mettez-le sur le côté là. C'est bon, regardez, il finit de se noyer là. Il est plein une fois.
Il est plein, lui? Ouais, il est plein. Impeccable, génial. Le feu est circonscrit de justesse. L'état de la voiture témoigne de la violence de l'incendie. Ouais, un petit peu d'eau. Non, il n'y a plus de risque là. Non, il n'y a plus de risque. Là, la voiture va partir à la casse. L'intervention n'a pris que 5 minutes, mais le bouchon s'étire déjà sur plusieurs kilomètres. Être pompier dans les Bouches-du-Rhône, aux portes de Marseille, c'est gérer des situations qui peuvent se transformer à tout moment en cocktail explosif. Il faut dire qu'ils doivent protéger un département particulièrement animé. Depuis les grandes routes qui conduisent à la cité phocéenne, en passant par les immenses lotissements où les pompiers interviennent sans cesse pour des accidents domestiques. Ah, trop dur. Toi, là. Toi. Jusqu'aux splendides massifs de Provence qui ont connu des incendies particulièrement violents cette année. Allez, on descend plus loin. Tu prends le plus loin et si tu arrives à passer par le grillage, tu le prends là à revers. En tout, 5500 pompiers qui vivent à un rythme effréné. Un appel d'urgence toutes les minutes. Souvent des interventions classiques, mais parfois des situations inédites. C'est ce que va vivre Thomas, 10 ans de métier, pour une tentative de suicide hors norme. Non. J'ai 3 enfants, je suis comme vous, je suis père de famille. Des pompiers qui passent des zones urbaines aux vastes forêts de l'arrière-pays. Daniel est un des responsables de l'une des plus petites casernes du département. Mais il assume une grande responsabilité. Avec ses hommes, il va devoir protéger plus de 10 000 habitants menacés par le plus gros incendie qu'a connu le département cet été. Allez les gars, vous me le chopez là, hein. Allez les garçons, vous me le chopez, hein. Être pompier dans les Bouches-du-Rhône, c'est savoir gérer aussi bien le stress des interventions du quotidien que la tension de situations infernales. Caserne d'Aubagne, 7 h du matin. Quand il est de garde, l'adjudant-chef Pascal passe toujours faire un tour du côté du dortoir. Je vais arriver, les gars. Il est là, Lionel? Ouais, il est parti seul. D'accord, ok, impeccable. Ça va, Rémi? Ça va? Tout le monde est levé? C'est bon. C'est bon, allez. Ils sont à l'heure, au moins. Là, c'est bon. Ouf. Sous ses ordres ce matin, Allez. Oh, ça me plaît, ça. On y va? 18 pompiers qui vont travailler 24 heures non-stop. Allez, 5 minutes. Alors, je vais faire d'abord l'appel. Pascal affecte à chacun des pompiers les missions de la journée. Et c'est Antoine qui est chargé des premiers secours. Premier départ, restez là. Antoine Sidol. À peine l'appel terminé, déjà la première mission. Un feu vient de se déclarer dans un immeuble à 3 km de la caserne. Une intervention dangereuse qui va demander de nombreux renforts. À la tête des secours, Joseph, 54 ans. Sous une apparence impassible, il sait qu'un feu d'immeuble peut faire beaucoup de victimes. C'est feu confirmé, hein. Étage dans un appartement. Il y avait un enfant impliqué, apparemment incommodé par les fumées. Étage élevé, un enfant intoxiqué. Plus Joseph se rapproche, plus les nouvelles alarmistes s'accumulent. Voilà l'immeuble en question. Ce qui inquiète les premiers pompiers sur place, c'est qu'un feu doit couver quelque part, confiné dans un appartement, car il n'y a pas de flamme apparente. On a une difficulté pour localiser le sinistre. Surtout, la priorité, c'est si on a des victimes, de les traiter en premier. Allez, je vais mettre ma tenue. Joseph s'engouffre dans l'escalier. Plus il monte, plus la fumée se fait dense et l'odeur de brûlé intense. À l'étage, Joseph retrouve Antoine. Dans l'appartement, personne ne répond. Alors il va falloir défoncer la porte.
Porte blindée? Mais problème, elle résiste. Allez. Tu me fais un point dès que c'est ouvert? En attendant, ils commencent à évacuer l'immeuble. Le risque que tout s'embrase d'un coup est trop important. Ah, vous avez un fils qui va venir, c'est ça? Je ferai le point avec lui. Mais à l'étage, les choses se compliquent. La porte blindée résiste toujours. Les pompiers perdent de longues minutes à tenter de l'ouvrir. Pendant ce temps-là, dans la rue, il a fallu prendre en charge la première victime, un petit garçon de 12 ans, intoxiqué par les fumées. Tu as toujours envie de venir là ou pas? Tu as mal au ventre mais tu n'as pas de nausée. Ok. L'appartement en question est juste en dessous de chez nous, donc et comme il était tout seul, il a vu la fumée sous la porte et il a voulu sortir, il s'est enfermé dehors du coup et il a paniqué. Ça va mieux? Un peu mieux? C'est déjà pas mal, ça s'améliore alors. Tout à l'heure ça allait pas. Première imprévue de la journée, les pompiers ne vont pas réussir à forcer la porte. Toine. Stop. Joseph ne peut plus attendre, il faut entrer dans l'appartement par un autre moyen, d'autant que la fumée gagne de plus en plus. Voilà, donc on va faire un accès avec moyen de l'échelle aérienne en façade. Non ? Il faut y aller avec la grande échelle. Les pompiers sont prudents, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Et là, deuxième surprise. Pas de flamme, mais uniquement de la fumée et plutôt toxique. Une rapide enquête va tout éclaircir. C'est la casserole, regarde. Ah, putain. La casserole est restée sur le feu. En brûlant, elle a dégagé une intense fumée. L'accident classique avec lequel les pompiers ne prennent aucun risque. Vous pouvez voir le nombre d'engins que ça mobilise. Car une simple casserole oubliée sur le gaz peut mettre en péril tout l'immeuble. L'odeur qu'on avait nous faisait penser à un aliment sur le feu. C'est une odeur très caractéristique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre de contacter le propriétaire et attendre qu'il arrive. Parce qu'un aliment sur le feu, ça peut être le début d'un incendie et nous faire un feu de cuisine généralisé. D'où la nécessité d'entrer le plus vite possible dans les logements. Et là, les portes blindées, c'est un problème de plus en plus fréquent pour les pompiers. Porte blindée, dont les gens essaient de se calfeutrer de plus en plus pour être en sécurité dans leur appartement. Mais bon, quand l'on doit intervenir, forcément, ça nous amène des problématiques. Et ça retarde un peu l'échéance, notamment pour le sauvetage ou l'extinction. Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Bilan, 2 blessés légers et une porte blindée défoncée à changer. Le sinistre sera pris en charge par l'assureur du locataire de l'appartement. Pendant ce temps-là, à la caserne d'Aubagne, des appels de détresse continuent d'affluer. Oui, bonjour, il y a un monsieur qui s'est renversé en voiture. Il y a une gamine là-bas, elle va se jeter du pont. Les pompiers enchaînent les sorties. En moyenne, 20 par jour. La prochaine sera pour Thomas. Ce jour-là, il est chef de la grande échelle. En compagnie d'Émilie et de Renaud, il part sur une intervention sensible, une tentative de suicide. Pour un grutier qui menace de se suicider en haut de la grue. C'est pas trop klaxonné, hein? On va pas l'effrayer, le pauvre. Les tentatives de suicide, ils connaissent bien. Il y en a 3 par jour. Sauf que cette fois, Thomas et son équipe vont être confrontés à une situation inédite. Tu l'as vu la grue là-bas au loin? Tu l'as vu Renaud? Moi aussi. Ouais. Une fois sur place, ils découvrent une première difficulté. L'individu en détresse est perché sur une grue haute comme un immeuble de 12 étages. Impossible d'amortir sa chute
s'il saute. Apparemment, là, on ne pourra pas mettre le coussin. Moi, j'ai fait la reco. Ça va. Tu me confirmes? Ok, le problème, c'est normalement maximum 5 étages. Ouais. Pour qu'il puisse amortir correctement. Voilà, mais donc là... Pas de coussin. Alors Thomas espère encore pouvoir utiliser sa grande échelle de 30 mètres. Mais nouveau problème. Là, il y a combien de hauteur là? Ok. Bon, donc nous, de toute façon, avec ça, on n'y arrivera pas. Pas d'autre solution, il va devoir escalader la grue. Mais auparavant, il veut en savoir plus sur l'individu. C'est le chef de chantier qui va l'informer. Et là, tout se complique. C'est un intérimaire et on a arrêté sa mission parce qu'il nous a tenu des propos menaçants envers l'entreprise et envers tous les chantiers. On ne supporte pas, on ne tolère pas des choses comme ça. Donc il a dit que de toute façon, il a dit dans le bureau, à moi et d'autres personnes, il a dit qu'on entendrait parler de lui. Thomas découvre qu'il n'a pas affaire à une tentative de suicide pour motifs psychologiques ou sentimentaux. Allez, c'est parti. Mais à un conflit entre un ouvrier et son patron. Une première pour le pompier. Doudou de Thomas, tu me reçois? Reçu, Tom. Doudou, c'est Édouard, son chef. Ils vont rester en contact radio permanent et tout faire pour éviter que l'individu ne se jette dans le vide. Thomas est maintenant au-dessus des immeubles voisins à plus de 30 mètres. Il décide de tenter un premier contact avec l'individu qui semble très fébrile. Monsieur, ça va? Je vais monter à votre niveau, d'accord? Comment? Je monte là, d'accord? Ah, mais juste là. Juste là, je vais pas plus loin, monsieur. Mais Thomas prend le risque de s'approcher encore plus de l'individu. Et là, ça coince. Voilà. Non, je m'approche pas. Je reste là, regarde. Je reste là. Allez, je reste là. Je bouge pas, regarde. Non. L'ouvrier va sauter. Il est stressé par Thomas et tous les badauds qui l'observent. Le pompier appelle son chef. Dis à la police de faire partir les gens qui sont sur le parking parce qu'ils sont en train de l'appeler, là, monsieur. Et ça l'excite plus qu'autre chose. Donc qu'il les fasse partir. Il faut faire évacuer tous les mecs sur le parking. Ils sont en train de l'exciter, le mec il va sauter. Donc tout cela, il faut tout virer. Allez hop. Ouais, je vois, c'est le personnel du chantier, je le fais dégager. Faut partir de là, monsieur. Thomas va essayer de prendre l'individu par les sentiments. Monsieur, on va discuter. Moi aussi, j'ai 3 enfants. D'accord, j'ai 3 enfants, je suis comme vous, je suis père de famille. Allez. C'est quoi? C'est des garçons, des filles que vous avez? C'est quoi? Hein? 2 filles et un garçon? Quel âge elles ont? D'accord. Bon, moi j'ai 3 garçons qui ont à peu près le même âge. Ça va de 2 ans à 13 ans. Ils grignotent du terrain, là. Ils font l'approche au maximum. Si éventuellement ils peuvent le neutraliser, ça serait pas mal, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. On prend pour un con, on pris un traiteur de la merde. Mais c'est bon. Je comprends, monsieur. Et si tu redescends, peut-être que ton patron, il y a un autre moyen de régler le problème que celui-là. Peut-être que tu peux faire valoir tes droits. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire valoir tes droits. Allez, je l'appelle avec ma radio, d'accord? Thomas se rend compte qu'il est coincé. Il ne sortira pas de cette négociation sans l'aide du patron. On s'est dit que les problèmes de sécurité, tu m'en alertais, il n'y avait pas de souci. Je te remercie. Et t'en as eu rien à foutre de me dire tu dégages de chantier en pensant à mes enfants. Hein. T'en as eu rien à foutre. Bon, et là, à l'heure actuelle, il avait été question ce matin que vous le licenciez. Et là, c'est toujours d'actualité ou là, avec le recul, vous allez changer? Avec le recul, forcément, je réfléchis. Lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir une garantie que son patron lui fasse un CDI de chantier, de contrat de chantier. Est-ce que vous pourriez lui signer ce contrat de chantier?
Ça dépend pas que de moi, mais je peux envisager la chose avec ma direction. Ça, c'est envisageable. Les responsables du chantier se réunissent dans leur mobil-home et ils tardent à se décider. Alors Édouard va leur mettre la pression. Viens, on va voir les patrons parce que là, ils sont dans le bureau et ils vont sortir l'été les biscuits là. Ils sont là les responsables là? Ils sont là, allez-y. Le chef de groupe s'invite dans le bureau et quelques minutes plus tard, il obtient une promesse d'embauche signée de la main du patron. Thomas, chef de groupe. Ouais, parle, faut que tu aies le papier. Ouais, affirmatif, j'ai le papier, je le fais monter par un gars du Grimpe, habillé en rouge. Après plus de 2 heures de négociation, l'employé accepte enfin de descendre. Pour Thomas, cette première s'est transformée en coup de maître. Le grutier a retrouvé le moral, mais les pompiers veulent s'en assurer complètement. Merci beaucoup, Lily. Bon courage à toi. On revient te voir dans l'ambulance, si jamais tu es transporté, pas transporté. Le chef de groupe espère bien que cette première pour eux sera la dernière. Oh, on revient pas, hein? On revient pas. Ça va. Il paraît que j'étais négociateur d'excellence. Ouais, et quand t'as dit... C'est la victime. La victime. Quand tu as dit... D'excellents négociateurs. Ils ont su trouver les mots qu'il fallait. On est content que ça se termine comme ça. C'est un père de famille, il a 3 enfants. Donc, il est mieux là dans l'ambulance des collègues que par terre, quoi. Les pompiers lui ont sauvé la mise. L'homme rentre chez lui, mais son patron s'en séparera quelques jours plus tard. Accident de scooter, intervention sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malaise en pleine rue. Pendant leur garde, les pompiers de Provence enchaînent les sorties, une par heure. Alors, à la caserne, pour décompresser, ils tentent d'organiser de temps en temps un repas qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, à Aubagne, on s'est mis à l'heure italienne. Pour l'occasion, certains pompiers se sont transformés en pizzaiolo. Attention, donne-moi une place. C'est une tradition chez nous de faire un repas, une manière de ressouder un petit peu les équipes. Hein. Donc voilà, c'est une manière de remercier tout le monde et de se réunir autour d'un petit repas sympa. Voilà. Joseph et Antoine évoquent leur intervention du matin sur le feu de casserole. Il faudrait quand même qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux pizzaiolos qui nous ont régalé ce soir, Voilà, passez l'excellente soirée et merci à vous pour les pizzas, les gars. De petits moments de détente indispensables, mais durant lesquels ils restent en alerte. Toujours, comme on dit, on dort d'un œil, on dort d'une oreille. Toujours vigilant, même quand on fait les pizzas. Hein. Ce soir, les pompiers d'Aubagne vont pouvoir profiter de leur soirée sans être dérangés et prendre quelques heures de sommeil bien méritées. « 7 heures du matin, début d'une nouvelle garde pour Antoine. À peine le temps de vérifier le matériel. Col modifié 250 ml. 3 canules de Guédel de la taille 00 à la taille 1. Que résonne l'alerte pour une première intervention. L'ambulance doit partir pour secourir un bébé qui se serait blessé. Un masculin 7 mois, trauma à domicile avec le SMUR. On a une équipe médicale qui est engagée avec nous. Donc si on a un SMUR, je pense qu'à l'appel, ça doit être assez sérieux. Secourir un bébé de 7 mois, c'est toujours une intervention sensible. Antoine est préoccupé. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il est tout mou? Expliquez-moi. Venez. Paniquée, la jeune maman est en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Il est tombé du lit, d'accord. Et après? Oui. Bonjour. Il a tapé?
Il a convulsé? Il a pleuré tout de suite. D'accord. Après, quand j'ai tout montré, Bon. je sais plus, il voulait s'endormir. D'accord. Et ça a duré longtemps cette phase? Je sais pas. D'accord. Je m'en rends pas. Comment il s'appelle? Alors, serre-moi les mains. Alors, mon petit. Alors. Antoine effectue les premiers examens pour voir si le bébé n'a rien de cassé. Et alors? Voilà, ouais, il réagit bien. Donc, a priori, pendant 10 minutes, il ne réagissait plus. Moi, je l'ai trouvé dans cet état. Enfin, bon, il pleurait pas, il s'est mis à pleurer à l'instant. Hein. Il me serre le doigt. Le temps de recoloration cutanée est bon. 36,8 de température. Le pouls, bon, il m'a l'air bon. Voilà. A priori, la chute a été bénigne. On partait sur un trauma à domicile, il s'avère que c'est plus un malaise lié à la température. Reste à savoir si ce malaise est grave ou pas. Avec un bébé de 7 mois, le médecin du SMUR ne prend aucun risque. Il va partir aux urgences de l'hôpital. On ne sait pas si là... Non, on ne sait pas si c'est suite à la chute ou si c'est suite à la fièvre. Rassurez-vous, madame. Malgré ce bilan rassurant, la maman reste inconsolable face aux cris de son enfant. Comme par miracle, il se calme dès qu'Antoine le prend dans ses bras. Ah ben voilà, il ne pleure plus. Ben voilà. Ça va, bébé? Oui, ça va. Allez, on roule et on prend la maman avec nous. C'est bon, vous l'avez? Mais quelques minutes plus tard, il se remet à pleurer. Ah, il préfère être dans mes bras. Hein. Il faut vite se rendre à l'hôpital. Avec les nourrissons, Antoine redouble d'attention. C'est plus délicat d'arriver sur un nourrisson que sur une personne adulte valide. Parce que le nourrisson, lui, ne parle pas, ne sait pas dire où il a mal. Antoine se demande de quoi souffre le bébé. Une fois à l'hôpital, il sera rassuré. Ce n'était qu'une simple poussée de fièvre, sans conséquence. Les pompiers de Provence doivent protéger plus d'1 million d'habitants, situés dans des zones urbaines très denses de la banlieue de Marseille, mais pas seulement. Ils ont aussi sous leur responsabilité un des plus beaux massifs forestiers du sud de la France. Au bord de la mer, de la verdure à perte de vue, c'est l'autre joyau de la Provence. Garrigues et pins, qu'il faut en permanence protéger, car avec le Mistral et la sécheresse, il pourrait s'embraser à n'importe quel moment. Sa protection repose en partie sur une petite caserne isolée, le centre de secours de Roquefort-la-Bedoule. 70 pompiers, dont l'adjudant-chef Daniel, 25 ans de métier. Ce matin, il est inquiet. Il faut s'accrocher. Oui, là, ils ont du vent toute la semaine. C'est en train de sécher. Il n'a pas plu énormément de partout. Et la crainte, c'est qu'on relâche. C'est qu'on relâche au niveau de la sécurité, c'est qu'on baisse la garde et qu'on se fasse surprendre. Voilà. Car Daniel garde en tête l'incendie de l'an dernier, le plus violent de ces 10 dernières années dans le département. 2500 hectares dévastés, 25 maisons calcinées et surtout une trentaine de blessés chez les soldats du feu, dont quelques-uns ont échappé miraculeusement à la mort. Cet été s'annonce encore plus dangereux. Avec une sécheresse record, l'alerte est maximale. Alors, pour éviter de se faire surprendre à nouveau, il faut trouver du monde. Daniel doit mobiliser chaque jour des dizaines de volontaires. Il y a un coup de vent annoncé mercredi, jeudi, on recense le personnel disponible. Faut insister, hein. Les 2 jours. On insiste. Bon, ça va. Je te marque à partir de 13h le jeudi. Sa mission, disposer d'assez de soldats du feu pour quadriller les milliers d'hectares de forêt et placer des postes de surveillance à proximité des voies rapides pour pouvoir se déplacer rapidement. Nous sommes à peu près à 2 minutes de l'entrée d'autoroute pour pouvoir gicler rapidement sur le sud et le nord du département. Voilà le dispositif sur Terre, mais il bénéficie aussi d'une surveillance aérienne. Un avion sillonne à plus de 5000 mètres d'altitude les massifs du département. Équipé d'une caméra thermique, il peut détecter le moindre départ de feu. En début d'après-midi, c'est l'alerte. Un incendie éclate au bord de la route.
Ils menacent 2 petites villes, Saint-Cana et Aiguille. Au centre opérationnel, les appels se multiplient. Les habitants commencent à paniquer. Ah non, mais c'est impressionnant. Madame est en train de se rendre sur place, madame. C'est foncé parce que ça monte, c'est hallucinant. Madame, calmez-vous, madame. C'est à 5 mètres ou c'est juste à côté, c'est vraiment à notre portail, il y a tout qui est en train de brûler. C'est la mobilisation générale. 4 Canadair enchaînent les rondes pour protéger les 2 villes. Pour les maisons isolées dans la Pinède, la bataille va être menée au sol par Daniel et ses hommes. Là, on va droit dessus, là. Ouais. Vas-y, active. Droit devant, c'est la fournaise. De suite, d'accord? Ok. Donc les engins de groupe 3, à moi. On va arriver à la tête du feu. Donc tenue de feu complète pour tout le monde. Tenue de feu complète pour tout le monde. C'est bon. Bouge plus. Là! Au canon, tape-moi sur le canon. Attention ici, là. 2e CCF, là. Tu m'attaques ça. Allez, là, les gars. Allez, les gars, vous me le chopez, là. Hein. Allez, les garçons, vous me le chopez, hein. Il faut attaquer les flammes au plus vite pour éviter leur progression. Mais c'est insuffisant. À tous les CCF, largage de dash. Regagnez les engins. Heureusement, un bombardier d'eau vient à la rescousse. Allez, reprenez les lances, on reprend les lances. Avance. Là. Mais Daniel et ses hommes vont à nouveau se faire déborder. Il a sauté, hein, ce con. Il a affaire à un feu sauteur. Les images de la surveillance aérienne en montrent l'ampleur. Le Mistral parachute des nuages de braise d'un endroit à l'autre. Du point de départ de l'incendie à des zones qui n'étaient pas encore atteintes. C'est ce qui s'est passé pour Daniel et ses hommes. Ils sont quasiment encerclés. La chaleur dépasse les 100 degrés. Les pompiers doivent vite aller s'abriter dans leur camion. Tous les CCF, tout le personnel, à bord des engins. Montez à bord. Reculez, l'engin. Encore une fois, l'intervention des Canadair les sort de ce mauvais pas. 10 minutes plus tard, ils sont tous sains et saufs. Chauffez trop. Même dans le camion. C'est notre maison, mais... Voilà. Ça pique les yeux. C'est pas grave. C'est pas important, ça. L'important, c'est de rentrer avec le même nombre qu'on est parti. Ça, c'est important. Le danger semble derrière eux. Tu me l'attaques par la gauche, toi? Mais Daniel a trop d'expérience pour ignorer qu'un incendie de cette ampleur peut se raviver à tout moment. Ça fait 2-3 fois que ça repart ici. Je sais pas pourquoi, on m'a bien insisté. Comme ça, on n'y reviendra plus. Un travail qui donne le tournis, tellement les reprises sont nombreuses. Sa nouvelle mission, surveiller ce terrain sur lequel l'incendie ne demande qu'à repartir. Donc là, l'enjeu, il est principalement ici, parce qu'on s'aperçoit que derrière, on a de l'herbe sèche. Et par Mistral, ces bottes mal éteintes pourraient faciliter une propagation qui prendrait le champ de chaume et puis la forêt et le massif qu'on a derrière nous. Les hommes de Daniel ont beau le noyer, cela ne va pas manquer. Le feu qui couvait plus loin va repartir au pire moment, la nuit. À nouveau, l'enfer se déchaîne. Le massif est en flammes. Dans l'obscurité, les pompiers tentent de circonscrire le sinistre. Allez, on descend plus loin. Tu prends plus loin et si tu arrives à passer par le grillage, tu le prends là à revers. Daniel et ses hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La nuit, les bombardiers d'eau ne sont pas opérationnels. Allez, ouvrez. Le combat va durer toute la nuit. Au petit matin, c'est un spectacle de désolation. 800 hectares de pinèdes partis en fumée.
Ce décor lunaire, les hommes de Daniel, des enfants du pays, ont du mal à l'accepter. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ça fait 20 ans que j'habite ici. Ça fait 20 ans que j'ai jamais vu la forêt autant brûlée que ça. Et là, ouais, il y a à peu près, au PC, il disait près de 600 hectares, un truc comme ça. Et c'est malheureux de voir ça. Hein. Moi, tout petit, je venais dans la forêt. Ben, tout petit, je connaissais une belle forêt. Maintenant, c'est un amas de cendres. C'est horrible. Hein. La bataille d'Aiguille et de Saint-Cana durera ainsi 6 jours et 6 nuits. Elle mobilisera près de 1000 hommes au total. Seul problème, ces opérations d'envergure s'ajoutent aux interventions quotidiennes dans une banlieue de Marseille très animée. Aujourd'hui, à la caserne, Farid et Grégory sont de garde. Alors là, on est engagé sur une personne ne répondant pas aux appels. Donc, apparemment, la famille est inquiète puisqu'elle n'a pas de nouvelles et elle ne répond pas au téléphone. Donc là, on va intervenir et on va faire un lever de doute, c'est-à-dire qu'on va voir si la personne n'est pas à l'intérieur ou si elle a fait un malaise. Sur la route, un véhicule à contresens bloque la voie. C'est un proche de la victime qui vient au devant des pompiers. Oui, bonjour. C'est vous qui avez appelé? Ce lotissement est un labyrinthe. On passe de l'autre côté en bas? Allez, on va voir si la personne... Il les conduit jusqu'à l'immeuble où se trouve l'appartement de son ami. Non, il y a le guide qui vient de... Vous n'avez pas les clés? Vous avez rien? Non, j'ai rien. D'accord. Pour ne pas perdre un temps précieux, Grégory appuie sur toutes les sonnettes. De l'autre côté. Putain, il n'y en a pas un qui va répondre là? Un voisin finit par leur ouvrir. L'appartement se trouve à l'étage. Là encore, personne ne répond. Bonjour, c'est les pompiers. T'as pas d'odeur? Non. Mika, tu c'est les pompiers. Par chance, la porte n'était pas verrouillée. Dans l'appartement, aucun signe de vie. Grégory vérifie toutes les pièces. Madame? Madame? La jeune femme est dans la chambre, dans un état comateux. Madame, ah, c'est bon. C'est les pompiers. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Regarde, ouais, s'il n'y a pas de médicaments. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouvrez les yeux. Vous avez pris des médicaments? Oui? Ils sont où? Oui. Ouvrez les yeux. Grégory pense à une tentative de suicide. Il doit trouver les médicaments. Dans la cuisine, il récupère plusieurs boîtes vides. Alors nous on n'a pas la spécificité, on n'est pas assez, on n'a pas assez de connaissances pour savoir si c'est mauvais ou pas. En tout cas, on va les donner au médecin du SMUR. Oui, bonjour, le VSAB au bagne. Sur le VSAB... Farid contacte immédiatement le médecin. Oui, bonjour, le VSAB au bagne. Et le nom des médicaments, tu les as? Elle a pris une plaquette d'alpralosam. Voilà. Ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une boîte entière d'anxiolytiques auquel il faut ajouter une bonne dose de somnifères. Oui. Vous voyez? Toute la petite boîte là, je ne sais pas combien de comprimés à l'intérieur. Ouais, je vérifie. 10 comprimés, il en reste 9 comprimés. Il faut la transporter à l'hôpital et surtout éviter qu'elle ne s'endorme. Grégory tente de la faire parler. Allez, on essaie d'ouvrir les yeux. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? En plein divorce? D'accord. Vous avez des enfants? Vous en avez combien? Et vous avez pensé à eux, j'imagine, mais le geste il est quand même fort là, non? Farid vient en appui. Le collègue vous demande pourquoi vous avez fait ça. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez discuter? Mais nous, il va falloir nous parler. Hein. On va discuter. Vous ne pouvez pas dormir avec nous. Oui, on va discuter. Nous, on ne va pas vous laisser dormir, on n'a pas le droit. Vous voulez qu'on appelle? Rien n'y fait, la jeune femme ne parle pas. Sa mère vient d'arriver, elle y parviendra peut-être. Je suis là, chez toi. Elle voulait vous parler. Dis-moi.
Tu as son mail? Ne t'inquiète pas pour les filles. On va s'en occuper. La tentative de suicide de sa fille, elle ne s'y attendait pas. La dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, madame, il y a combien de temps? Allez, gardez les ouverts. Il devait être 11h. C'était avant midi en tout cas. Oui, je l'ai eu, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait une camarade qui devait passer la journée avec elle. Oui. Et... Bon, vous n'avez pas fini de me dire, alors ça s'appelle comment vous allez parler bien, non, un peu acquis. D'accord. Puisqu'elle devait venir chez nous demain matin. D'accord. Mais en début d'après-midi, elle a reçu sur son téléphone un message inquiétant de sa fille. Maman, papa, je vous aime très fort. Dites aux filles que je les aime du fond du cœur. Ma douleur et mes angoisses ont eu raison de moi. Son ex-compagnon avait reçu le même message. Il est encore sous le choc. Je pensais pas qu'elle allait en arriver là, en fait. Allez, madame. Donc un peu bouleversé, j'imagine. Un peu, ouais. Un peu... beaucoup de choses en même temps, en fait. La jeune femme est transportée aux urgences. Après un lavage d'estomac et un séjour à l'hôpital, elle a pu rentrer chez elle. Les pompiers d'Aubagne doivent faire face aux détresses humaines des grandes zones urbaines, mais aussi aux touristes qui viennent profiter du splendide décor de la Méditerranée. Par exemple, pour admirer ce magnifique paysage, il faut emprunter les routes escarpées du col de l'Espigoulier. C'est l'endroit rêvé pour faire une balade à moto, mais ce n'est pas sans risque. Toutes les semaines, des accidents, parfois mortels. Bonjour, j'ai eu un accident au col de l'Espigoulier. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un motard, il s'est planté, et ça fait vraiment fort. Peut-être une urgence vitale. Les pompiers doivent faire au plus vite. Mathieu, 18 ans, vient de sortir de l'école. C'est son baptême du feu. T'as déjà fait le motard? Non. Ah ben, tu vas direct au métier de table. Pour cette première, il va être encadré par 2 pompiers chevronnés. Grégory, le conducteur, et Abdel, sauveteur depuis 10 ans. C'est là. C'est où? C'est là. C'est là. Le motard est au sol, blessé au cou et au dos. Abdel prend un maximum de précautions pour le prendre en charge. On va vous prendre, on va vous mettre dans un matelas coquille, on va me le jeter. Alors les mecs sur le ventre, si vous voulez. C'est léger, hein, monsieur, vous inquiétez pas. Allez, viens, on va filer. La bombe est dans la main. Ça y est, on a bientôt fini, monsieur. Voilà, c'est fini. C'est bon. Super. Ça y est, on vous repose. Impeccable. Reste maintenant l'opération la plus délicate et la plus douloureuse. Placer la victime sur le brancard. Attention pour lever, lever. Ça sent plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Douleur lombaire, avec peut-être une déformation au niveau du genou droit. Au niveau circulatoire, tout va bien, on est assez rassuré quand même. Le bilan aurait pu être plus lourd. C'est sa moto, ça? Car le choc a été violent. Yacine, motard lui aussi, est arrivé le premier sur les lieux. C'est lui qui a prévenu les secours. Il est arrivé dans le virage un peu trop fort et il est rentré dans le ravin à ce niveau-là. Et il a fini là où il y a les traces. Et il était sous la moto. Enfin, forcément, sous la moto, après, on n'allait pas le laisser dessous. C'est un motard, c'est une famille, avant tout. Du coup, il faut faire quelque chose, on reste jusqu'au bout. Voilà. Philippe, on y va? Je reste derrière. Hein? Allez, vas-y. Direction l'hôpital d'Aubagne, à 15 km de là. Le trajet retour se fera le plus lentement possible pour éviter au maximum les secousses qui réveillent les douleurs du blessé. Alors en fait, vous avez une très grosse montée d'adrénaline en fait, au moment de l'accident. Et là, maintenant que vous êtes conditionné, vous commencez à vous relâcher. Ça fait que vous voyez, vous avez un peu plus de douleur qui va venir, la gorge cesse et vous avez soif. C'est tout à fait normal, d'accord? Ok? Je vous rassure, mais c'est ce qui se passe. Hein. Tiens, vas-y. Moi, ce que je vois, c'est la machine. La machine me dit qu'il va bien.
Ça va bien. Tenders pour seulement 6,95 €. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95 €. White Now présente. Il a le police de l'Ouest, il est là, il a le nez bien fracturé. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? C'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Venez voir. L'homme est en état d'ébriété avancée. T'inquiète pas. Et là, vous savez quoi? Vous êtes à Marseille. À Marseille, oui. Il a le nez en sang. Abdel tente de le soigner comme il peut. Pareil que si on écrase le pied gauche, monsieur, moi je vais qu'il essaye ça. Bouge pas. Le conducteur est ingérable. Abdel essaie d'en savoir plus sur lui. Tu as des maladies, tu as pas de maladie, pas de traitement? Ouais, ah ouais, j'ai maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Mais c'est peine perdue. On va voir avec le chef de groupe avant l'arrivée de la police ce qu'on va faire avec ce monsieur. Le chef de groupe, c'est Joseph. Son rôle, sécuriser les lieux. On va juste mettre des cônes, tu vois, là, sur la partie arrière. Il doit aussi prévenir le voisin dont le portail a été défoncé. Bonsoir, monsieur. Bon, ben, il y a un véhicule qui est rentré dans votre mur. Hein. Ouais. Ah, je me disais, je l'avais entendu. Voilà. Bon, on va attendre, je sais pas. Là, je pense pas que vous puissiez sortir. Et il arrive d'où? Ben, je pense qu'il doit arriver d'en bas. Hein. Donc là, il y a la police qui va arriver, hein, vous verrez avec eux. Ouais. Ok. Voilà. Le monsieur est avec nous pour l'instant. Bah, c'est un monsieur qui est dans l'ambulance. Joseph veut connaître exactement l'état de santé du conducteur, toujours aussi excité. Abdel lui dresse un premier bilan. Masculin, 43 ans, kilo plus. Présente une plaie qui nécessite des points de suture au niveau du nez. Et le bilan est en cours avec un nettoyage. Voilà. Ok. Donc le monsieur veut quand même se faire transporter. Hein? Tu crois pas? Écoute, on va attendre la police, on va voir ce qu'ils veulent faire. La procédure l'exige. En cas d'accident, il faut prévenir les forces de l'ordre. Salut. Il y a la nationale qui a été prévenue aussi. À l'arrivée de la police, le conducteur devient agressif. Monsieur, on ne sait pas. C'est normal. Qui a ouvert le capot? Monsieur, récupérez vos affaires. Monsieur, c'est les pompiers. Qui a ouvert les pompiers, on va vous expliquer. Vous avez perdu ouvert. Oui, pour débrancher la batterie, monsieur. Eh oui, sinon ça peut prendre feu. On est d'accord. Attention, on a dit que vous ne touchez pas. Ne vous touchez pas, monsieur. Ne me touchez pas. Monsieur, dans 3 secondes, je vais commencer à vous toucher. Le ton monte. Joseph intervient pour calmer le jeu. Ne me touchez pas. Je suis en train de parler avec madame. Monsieur, madame, vous savez quoi? Monsieur, ça saigne. Et on va faire un pensionnement. Récupérez vos papiers, monsieur. Le conducteur est à la fois ivre et choqué par l'accident. Allez, vous venez avec le collègue? Il faut vite l'hospitaliser pour connaître son état de santé réel. Sous le soleil de Marseille, au taquinez-vous là. Sous le soleil de Marseille, au fin de la cour. Allez, let's go. Essayez de ne pas bouger 5 minutes. Ne bouge pas, Miguel. Les médecins ne constateront rien de grave. Les policiers ne le laisseront pas partir. Il sera poursuivi ensuite pour conduite en état d'ébriété. Il risque de perdre 6 points sur son permis et une amende de 135 €. Pour les pompiers de Provence, les interventions sont toutes plus stressantes les unes que les autres, mais elles créent des liens très forts entre les pompiers. Alors quand l'un d'entre eux s'en va, c'est un moment fort pour la caserne d'Aubagne. Ce matin, Pascal est à la recherche d'un de ses pompiers. Antoine? Tu l'as vu, Antoine? Antoine, tu l'as vu? Impossible de mettre la main dessus. Antoine, tu l'as vu? Antoine? Ouais, mais je le cherche. Il doit se douter que... Antoine, le pompier qui est intervenu sur le feu de casserole et sur le nourrisson, effectue son dernier jour à la caserne. Il doit le savoir. Il doit savoir que... Antoine? Ah mais là... Ça va?
7h30, il est là. On te chercher. Ça va? Ça va? Dernier jour, c'est pour ça, se chercher un petit peu. Alors, ça fait quoi de partir, là, Antoine? Bah, ça fait un pincement au cœur, hein, parce qu'après 17 ans passés dans un centre de secours, on peut pas tourner la page comme ça. Et c'est comme une famille, voilà, on se sent vraiment appartenir à une entité, et c'est quelque chose de fort, que peu de professions ont la chance de connaître. Antoine, d'origine corse, est muté sur son île. Il ne le sait pas encore, mais pour marquer le coup, ses amis lui ont préparé une surprise. Avec lui, il emmène sa compagne, Lucie, qu'il a rencontrée ici. Aujourd'hui, à la caserne d'Aubagne, c'est un peu les feux de l'amour. Dans les quartiers chauds des grandes villes de France, l'insécurité est à son comble. Ça redescend! Pour lutter contre ces zones de non-droit, des unités spéciales ont été créées. Nous les avons suivies. Ça peut être très dangereux pour nous. Appel d'urgence, tout de suite sur NT1. Le voyage dans le temps continue. Qu'est-ce qui nous arrive?